tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale, Les Faits maudits, au cours de laquelle vous allez entendre dans les minutes qui suivent une reconstitution d'un dossier d'enlèvement, un des plus remarquables qu'il m'a été donné d'explorer. Ça s'est passé en 1997. Et à ce moment-là, la dame s'appelait Madeleine. J'ai fait une régression hypnotique. Elle m'a envoyé des courriels, des lettres, et ainsi de suite. Pas qu'à faire. C'est un gros dossier. Et vous présentez ça, ben ça n'a pas d'allure, là, me mettre à lire tout ça. D'autant plus que c'est une femme. Alors, je peux quand même pas me mettre à prendre ma petite voix, tu sais. Alors, je me suis dit, comment je vais faire ça? Ben là, je vais demander à quelqu'un s'il veut bien jouer le rôle de Madeleine. Et Joanne Bérubé de CGMD, qui travaille ici à l'occasion, a levé la main et a dit, oui, moi j'aimerais ça faire ça. Allô, Joanne? Bonjour, Jean. Ça va bien? Ça va bien, merci. Nerveuse? Quand même, oui. Un petit peu? Ben oui, honnêtement, là, pas mal, parce que c'est un gros défi. Bon, ben, mais ça va bien aller. Ben, je suis pas mal certain que ça va bien aller. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. As-tu aimé lire le texte? La première fois, j'ai lu ça d'un bout, puis oui, je trouvais ça vraiment intéressant, et c'était un survol. Deuxième fois, parce qu'à un moment donné, pour s'approprier un texte, il faut le lire plusieurs fois. C'est là que j'ai réalisé d'abord, bravo Jean, la somme de travail qu'il y a là-dedans, c'est colossal. Sérieux, c'est colossal. Vraiment. Donc, je sais apprécier ça. D'autant plus que là, je commençais à sentir un peu la pression de rendre le texte correctement. Mais, ce qui a été pour moi quand même une grande révélation, c'est que je me suis dit, si ce bonhomme-là, il fait son travail avec sérieux, avec professionnalisme, qui s'est trouvé des moyens justement pour aller trouver des arguments réels, trouver des faits réels concernant le monde qui nous est pas si familier des ovnis. Moi, j'appelle ça comme ça, excuse-moi. Je me suis dit, OK, ça veut dire que ce qui est écrit là-dedans, là, c'est vrai. Puis que quelqu'un l'a vraiment vécu. Ben, la chair de poule m'a pris. Ah ouais? Ben, j'ai pas la prétention, vraiment, comme être humain, de croire qu'on est les seuls de notre genre dans l'univers. Non. On s'entend là-dessus. C'est sûr. Mais c'est facile à dire comme ça. Tant que tu réalises pas, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Exactement. C'est ça. Et c'est de ça, moi, que j'ai pris conscience au fur et à mesure que je lisais. Puis sérieux, là, j'ai eu la chair de poule. À ce point-là. Hein? Vraiment. Puis je t'ai écrit d'ailleurs là-dessus. Parce que je disais, là, je viens de lire ça, puis j'ai le poil raide sur les bras. OK. Vraiment. Alors, imagine les gens qui vont l'entendre maintenant. Ben, en tout cas... Parce que lire un texte, c'est une chose. D'ailleurs, je l'ai mis dans un livre, ça, ce texte. Ben, en partie, là, pas aussi complet qu'on va le faire aujourd'hui. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, tu lis ça, puis bon, mais là, les gens vont l'entendre. Oui. Puis, tu as très bien rendu, on a fait des pratiques, là, tu rends très bien le ton. Tu as presque même la voix de Madeleine, tu rends très bien le ton. Parce que moi, j'ai écouté les filles ici à CJMD, je suis allé chez les différents podcasts pour écouter toutes les filles qu'il y avait. Puis t'es celle qui est ressortie, j'ai dit ça, oui, celle-là, là, je te connaissais pas, là. Parce que toi, c'est avec Nathalie Jean que tu fais des affaires. Exactement, oui, les jeudis matin. Ouais. Fait que j'ai écouté Nathalie, j'ai écouté Cathy, Sabrina, toutes les filles qui sont ici, puis il y en a d'autres. Mais j'ai dit, non, celle-là qui a la voix, parce que c'est comme du casting de film, ça. Faut toujours celle qui a la figure qui ressemble à l'acteur, l'acteur qui ressemble au personnage. Là, c'est la même chose, tu sais. Pas parce que moi, je veux me sentir avec Madeleine quand je vais lire ça. Moi, c'est important que je retrouve le feeling que j'avais quand j'ai fait la régression. Ah, c'est un point de vue. Ouais. Alors, toi, en ayant cette voix-là, puis en le jouant comme tu l'as fait, en tout cas dans nos pratiques, j'ai dit that's it, oui, là je vais embarquer. Là, je vais être capable d'embarquer. Tu sais. Mais si ça avait été une voix totalement différente, je ne sais pas, je me serais habitué, j'imagine, mais en tout cas. Bon, alors cessons et procédons. D'accord. Nous allons, je vais cependant faire la pause tout de suite. Ça sera fait. Et immédiatement après la pause, on va procéder à cette reconstitution dans quelques instants. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis.
Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclevy.ca. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, à la conquête de la couronne d'or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Faut que je passe au cluster! C'est le temps d'acheter vos billets pour la prochaine saison de spectacle Hommage du Cluster Bar Spectacle. Votre scène à Lévis. C'est aussi le temps d'acheter vos cadeaux de Noël. Faites-vous le lien? Le 10 février, Hells Bells, hommage à AC/DC. Le 10 mars, Black Dog, hommage à Led Zeppelin. Le 7 avril, SRV Tribute Blues Band, hommage à Stevie Ray Vaughan. Le 12 mai, Cosmic, hommage à Janis Joplin. Le tout pour juste 40 $ si vous achetez avant le 5 janvier. Ça vaut minimum 80. Passez au Cluster 93-20 Guillaume Couture, cherchez ça, ou sur lepointdevente.com. Tout un cadeau de Noël pour les Triple Rocks! Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. redbeardsurvival.ca. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Voilà sans doute l'un des dossiers d'enlèvement les plus remarquables qu'il m'a été donné d'explorer. Nous sommes en 1997 et ce jour-là, je reçois la longue lettre d'une certaine Madeleine qui cherche à comprendre si les rêves de sa petite fille Julie, 8 ans, signifient quelque chose qui pourrait être en rapport avec mes recherches. Le ton de sa lettre démontre qu'on a affaire à une mère particulièrement inquiète. Tout au cours de cette émission, je vais rapporter les propos et les écrits exacts de Madeleine sans corriger le vocabulaire truffé d'expressions d'un langage vernaculaire et d'anglicisme afin d'en respecter le plus possible l'intégralité. Je remercie donc avec toute ma gratitude Joanne qui a accepté de prêter sa voix et son talent pour jouer le rôle de Madeleine et reproduire son parler, si je puis dire. Mais avant de rapporter ce qui s'est produit, je vais revenir en arrière, alors que Madeleine ne sait encore absolument rien de ce qui l'attend. Alors, toute la famille y est, Madeleine, son frère, les sœurs et autres frères, ils sont dans un grand chalet. Et là, le feu du poêle crépite et on frissonne à l'idée d'avoir passé une longue journée de ski de fond au froid. Et les conversations vont bon train. Et comme c'est souvent le cas en famille, on évoque des souvenirs. Alors Roger, le frère de Madeleine, repasse dans sa tête les endroits où toute la famille a vécu et Dieu sait s'il y en a eu des déménagements de toutes sortes. On rit, on s'amuse et pendant ce temps, Madeleine et ses sœurs s'activent dans la cuisine en écoutant distraitement, on sait bien, les réparties comiques de l'un et de l'autre. Mais là, Roger change un peu de ton.
et de conversation en ramenant à la surface l'époque où il vivait sur la rue Beechwood, à Vanier, en Ontario, tout juste en face de la portion québécoise de l'Outaouais. Et il dit ceci. Moi, ce qui m'achale quand je repense à cette maison-là, c'est le maudit rêve pas possible que j'ai fait. Puis on rit pas, j'avais 10 ans, bon Dieu, puis je décroche pas, ça me revient souvent. Alors là, Madeleine tend l'oreille. C'est pas souvent qu'elle entend parler son frère comme ça. Il n'est pas du genre à raconter ses rêves. Elle est curieuse. En fait, c'est Roger qui dit... Oui. L'a entendu, il dit, je me suis réveillé dans la nuit parce que du monde drillait, ça se peut-tu? Fait que là, je regarde dehors, puis je vois ces 3 gars-là, tout en blanc, qui sont en train de driller. Quand d'un coup... Roger? C'est Madeleine qui vient de surgir dans le salon avec un couteau épluché dans les mains. Là, elle regarde son frère, le plus sérieusement du monde, elle s'assit sur un tabouret, puis là, elle dit... Roger, tu vas me dire que d'un coup, ils se sont revirés pour regarder du même bord? Roger parle plus. Il est blanc comme un linge, il repose son verre, il comprend pas comment ça se fait que sa sœur aînée puisse savoir ce qui s'est passé dans son rêve à lui, qui n'arrive pas à oublier presque 20 ans plus tard et qui raconte pour la première fois à la famille. Alors, mais Madeleine, il explique. Roger, c'est pas un rêve que t'as fait, là. Ghislaine puis moi, on était dans notre chambre cette nuit-là. Puis nous autres aussi, on s'est fait réveiller par un bruit de jackhammer. Il y avait des gars dehors, tout en blanc, de la tête aux pieds. Il était 5. Ghislaine, elle pleurait, elle voulait rien savoir. Roger n'est pas certain s'il veut entendre la suite. Ça y plaît pas du tout. Il y a un malaise qui s'installe. Et là, c'est même d'un ton frustré, agressif, qui va balayer d'un revers la main l'explication de Madeleine et va mettre un terme à l'histoire en changeant de sujet. Cette petite réunion de famille très révélatrice pour Madeleine va s'achever avec un énorme point d'interrogation. C'est l'aboutissement d'un questionnaire vieux de 20 ans. Ah ben, il y avait un 3e témoin. Qu'elle va continuer de penser, malgré les objections de son frère. Mais qui étaient ces hommes en blanc? D'autres épisodes dans l'adolescence de Madeleine sont extrêmement troublants. Mais là, pour le moment, c'est pas d'elle dont il est question. Elle commence à s'inquiéter sérieusement des propos de sa propre fille de 8 ans, Julie. Alors, Madeleine est devenue membre de mon organisation à l'époque, le CEPI, que je dirigeais depuis déjà quelques mois, dans la région d'Ottawa-Hall. Je sais rien encore d'elle en ce moment-là. Elle assiste aux rencontres, elle demeure assise, elle pose pas de questions, elle attend. Peut-être un jour, quelqu'un va raconter une histoire comme la sienne. C'est alors que ce vendredi-là, l'invité de la soirée mensuelle est Pierre Caron, un hypnologue de la région de Montréal, qui est intéressé par mes travaux. Elle écoute attentivement ce qu'il dit. Lui parle d'enfants qui ont vécu des épisodes qui ressemblent à ce que sa fille épouvantée lui raconte. Après la soirée, elle le rencontre. Pendant ce temps-là, l'enquêteur Denis Marquis, de mon organisation, le CEPI, a mis sur pied une collecte de données en incitant toute personne présente ayant fait une observation, même anodine, à se rapporter aux enquêteurs sur place. Madeleine se dit que le moment est venu de déballer son sac. Elle donne ses coordonnées à Denis avec une mise en garde. Mon mari, là, il n'est pas ben chaud à ce genre d'histoire-là. Fait que je voudrais rester discrète. Appelez-moi à job, s'il vous plaît. Le coordonnateur des enquêtes, Richard Guilbeault, Denis Marquis, rencontre Madeleine. Les discussions vont bon train. Il est alors décidé que Julie, sa fille, ne subira pas de session d'hypnose. Oh, j'ai trop peur. Dira Madeleine. Julie a dit que c'est des rêves, puis j'essaie d'y dire qu'il n'y a rien là, que personne ne veut l'amener dans le ciel, que ces hommes-là, ils n'existent pas. Puis, en plus, mon mari, il devient bien agressif quand j'ai dit qu'il faudrait en savoir un peu plus long. C'est des maudits cauchemars. Point final. Toutefois, après avoir entendu l'histoire du chalet et du rêve présumé de son frère, il est décidé que je pourrais procéder à une régression hypnotique avec Madeleine et explorer l'épisode des hommes en blanc. À ce moment-là, j'ignore tout de l'histoire, mais j'accepte de recevoir Madeleine et Roger. Voilà ce qui en est ressorti. Madeleine et Roger sont assis avec moi en présence d'Hélène, ma compagne, dont la formation professionnelle d'analyste lui donne cette capacité d'intégrer froidement toute donnée
avec une bonne rigueur, faisant d'elle un critique extrêmement apprécié. Richard Guilbeault est présent. Madeleine m'explique alors qu'elle veut comprendre ce premier épisode au cours duquel elle a été réveillée par des sons de marteau-piqueur. J'apprends alors ce qui s'est passé durant la rencontre familiale après l'excursion de ski de fond, qu'on a entendu un petit peu au début de l'émission. Roger écoute tout ce qui se dit, mais il est distant. Il se cale dans le fauteuil, il parle pas. Il donne l'impression d'avoir été forcé de se déplacer ici et préférerait être à des années-lumière de ce bureau-là. Interrogé sur ce point, il répond, un peu trop rapidement d'ailleurs, « Ah, moi je dis que c'est un rêve. Ça, regarde, ça peut pas être d'autre chose, c'est un rêve. » Par contre, il est incapable d'expliquer comment il est possible que ses deux sœurs aient vécu le même rêve que le sien, la même nuit. Certains chercheurs vont proposer le transfert inconscient de données. Ça signifierait que Roger, plus jeune, aurait raconté son rêve à ses sœurs qui l'auraient oublié pour ensuite le rapatrier dans leurs propres souvenirs comme un événement vécu. Sur ce point, Roger admet n'avoir aucun souvenir d'en avoir parlé avant cette rencontre au chalet, mais il ne peut pas le jurer. Ce phénomène, qui à la rigueur peut expliquer comment un rêve paraît être plus tard une réalité, c'est de la cryptomnésie. Mais ici, ça ne s'applique pas, puisque Roger, Ghislaine et Madeleine auraient tous fait le même rêve, ce qui est impossible. Quant à l'idée qu'un rêve raconté puisse à la longue devenir une réalité, ça ne tient pas la route. Ce genre de situation-là a même été proposé pour expliquer vainement le cas de Betty et Barney Hill. On a essayé ça avec moi aussi pour mes vols de nuit. Dans le cas de Madeleine, Ghislaine et Roger, c'est impossible également, compte tenu du transfert identique de données à 2 personnes et non une seule. Déjà que le transfert est hypothétique, les spécialistes s'entendent à dire qu'il faudrait un contexte émotionnel très puissant et maintes fois renouvelé pour qu'un rêve raconté devienne une réalité pour 2 personnes. Bref, la fameuse technique dite du lavage de cerveau qui aurait été pratiquée par les Nord-Coréens durant la guerre de 1950, on oublie ça. Ce contexte et ces circonstances n'ont jamais existé et sur ce point, Roger reconnaît finalement que ce rêve n'a été raconté qu'une seule fois au chalet. Madeleine aura vécu 3 épisodes importants. Les hommes en blanc qui font du marteau-piqueur en pleine nuit sur une rue peu achalandée au centre-ville de Vanier, en Ontario. Une gigantesque lumière en plein bois, alors que Madeleine, âgée de 14 ans, dort dans une cabane dans les arbres. Et un mystérieux objet qui se pose sur la voiture d'un ami, causant une panique folle chez ce dernier et un calme profond chez elle. Voici donc la retranscription exacte de l'hypnoanalyse pratiquée le 18 janvier 1997 dans mes bureaux à Hull. Une fois de plus, mes remerciements vont à Joanne Bérubé pour son interprétation de Madeleine, cette dernière ne voulant plus revenir sur ces événements malgré toutes mes supplications. Dans ce premier épisode, Madeleine n'a que très peu de souvenirs. 5 hommes en blanc. J'entends très peu de souvenirs en dehors de la régression d'hypnose, avant la régression d'hypnose. Elle se souvient d'avoir vu 5 hommes en blanc qu'elle n'arrive pas à décrire, qui travaillent avec un marteau-piqueur qu'elle appelle un jackhammer, et soudainement pointe leur regard dans la même direction. Puis, un des hommes se retourne et la regarde. Elle ne voit pas son visage. Une auto passe, les hommes disparaissent, mais la lumière vive qui les entoure demeure. C'est à peu près tout dont elle se souvient. Il est impératif que j'aille voir ce qui se cache dans sa mémoire, mais avec prudence. J'ai appris toutes mes techniques de professionnel de l'hypnose, psychanalyste et psychologue en psychiatrie générale. Le Dr Paul Labrie de Québec, le Dr Howard Schachter de Nepean en Ontario, près d'Ottawa, un collègue du Dr John Mack. J'avais été suivre aussi un week-end dans un séminaire d'hypnose dans les années 80 à Montréal. Cela dit, je n'ai pas de diplôme, j'en ai pas besoin parce que je ne pratique jamais de séances à des fins thérapeutiques ou autres, ce qui de toute façon me serait désormais interdit en vertu de la loi 22, si j'ai bonne mémoire, ou 121, pas à bonne importance. Voyons la suite. L'induction d'une transe légère suffit à permettre au sujet de se concentrer sur ses souvenirs. Et graduellement, le praticien maintient le focus sur ce que décrit le sujet. En aucune manière, le praticien ne doit orienter le sujet sur la suite de l'histoire, même si elle lui est déjà partiellement connue. En d'autres termes, je fais l'innocent. Je pose des questions.
Puis au fur et à mesure que se déroule l'histoire sur un ton neutre, en ne manifestant aucune inflexion de voix qui puisse être interprétée par le sujet comme une approbation ou une désapprobation ou même une surprise. Je dois être neutre, terne, plate à entendre, hein, comme les animateurs de nuit, autrement dit. Dans les cas précis de régression sur une expérience d'enlèvement, le praticien ne doit jamais utiliser un vocabulaire suggestif et doit attendre que le sujet lui-même parle de vaisseau ou d'être ou de créature. Encore une fois, aucune inflexion de voix ne doit trahir les sentiments personnels du praticien. Et si des parents ou amis sont présents, ils doivent maintenir un silence sépulcral et s'abstenir de toute manifestation quelconque. La seule occasion où le praticien effectue une suggestion directe est au départ pour situer le sujet sur un aspect qu'il a évoqué avant la régression. Dans ce cas ici, t'es couché, c'est la nuit, et là t'entends un bruit de ce qui te fait penser à un marteau-piqueur. Tous les échanges que vous entendrez au cours de cette reproduction radiophonique ont été retranscrits mot pour mot, sans aucune altération, à partir de l'enregistrement original des sessions d'hypnose, dont je vous rappelle le fait que je n'ai pas le droit de vous les faire entendre. Alors oui, vous allez dire, j'aurais pu utiliser celle-ci, mais je viens de vous le dire, là, j'ai pas l'autorisation de le faire. Madeleine m'ayant demandé ma parole que jamais on entendrait sa voix en public, et 20 ans plus tard, je respecte ça, et je vais le faire encore après 20 ans. Alors, allons-y et voyons ce qui se passe. Madeleine, tu dors dans ta chambre avec Ghislaine. Tu as 12 ans. Tu demeures sur la rue Beechwood à Vanier. Et là, il y a un bruit qui te réveille. C'est quoi ce bruit-là, Madeleine? Il y a quelqu'un qui drille dehors. Qui drille? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, avec un jackhammer, là, moi, je vais aller voir. Qu'est-ce que tu fais pour aller voir? Je vais à la fenêtre. As-tu peur? Non, je suis curieuse. La fenêtre est-elle ouverte ou fermée? Ben, elle est ouverte, là. C'est l'été, il fait chaud. Qu'est-ce que tu vois? Ben, il y a des hommes, ils ont un casque, un drôle de casque. Ouais, pourquoi tu dis un drôle de casque? Ben, parce que, pas comme un casque de construction, là. C'est pas des gars de construction? Non. Ils sont pas pareils. Ils ont, je sais pas, c'est bizarre, je peux pas dire. Il y a quelque chose qui clique pas. C'est-tu des enfants ou des adultes? Des hommes, ouais. C'est des hommes, mais j'ai de la misère à voir. Là, je renforce sa mémoire en lui faisant geler l'image. Son inconscient a enregistré des images oubliées et cette technique-là permet de les ramener à la surface. C'est leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, leurs yeux? Ben, ils sont renfoncés. Dis-moi, Madeleine, ces hommes-là, est-ce qu'ils sont proches ou loin de la fenêtre? Oh, ils sont proches, à une dizaine de pieds, là. Oh, tu les vois bien. Ouais, mais ils sont de côté. Je les vois pas de face. De quelle couleur sont leurs vêtements? Oh, c'est blanc. Tout est blanc. Les mains sont blanches. Est-ce que tu vois leurs pieds? Non. Est-ce qu'ils ont des bottes? J'essaie intentionnellement de tromper Madeleine en la ramenant à la possible explication des travailleurs de la construction. Non, je vois pas le pied. Il y a trop de lumière. Ils ont des jambes. Mais... D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière-là, d'en haut? Là, je dirige le sujet, une fois de plus, intentionnellement pour vérifier sa résistance aux suggestions imposées. C'est une pratique dans la mesure où l'opérateur l'indique clairement, comme je le fais à l'heure actuelle. Non, elle vient pas de nulle part. C'est d'eux autres qu'elle vient. De celui qui drille, là. OK. Il drille avec quoi? Un jackhammer? T'as-tu déjà vu ça, un jackhammer? Ben oui. Ouais. Puis c'est la même chose. Non. C'est pas pareil. Ça fait le même bruit, mais il est plus long, il est plus pointu, puis plus gros. Quelle couleur que ça a? Blanc, là, comme tout le reste. OK, alors tout est blanc. Ouais, sauf les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, les yeux? Ils sont noirs. Renfoncés, là, je sais pas. Ils regardent la même affaire, ils pointent, là. Comment ils sont? Compte-les. Ils sont 5.
Elle compte et je vois ses yeux qui indiquent un rapid eye movement. Est-ce qu'ils sont tous de la même grandeur? Non. Celui qui drille, là, il est plus petit que les autres. Est-ce qu'il a l'air d'avoir comme un chef là-dedans? Oh, il y en a un qui pointe par en avant, là, vers en haut, là. Michel, Madeleine, pardon, revient d'elle-même au point précis où elle était rendue au moment où je l'ai interrompue. Alors, elle ignore ma question. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, là, mais il y en a un qui me regarde. As-tu peur? Oh oui. Et Ghislaine, elle? Oh, Ghislaine a peur, elle braille. Elle est retournée dans son lit dès qu'elle a vu les hommes, là. Elle veut pas revenir à la fenêtre, mais moi, je veux qu'elle reste avec moi. Celui qui me regarde, là, il est pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Sa face. Sa face n'est pas pareille, là. Ses yeux sont différents. Ils sont pas renfoncés comme les autres. Ils brillent. On dirait qu'il y a une lueur dedans, là. Il veut venir me chercher. Il y en a un qui met la main sur l'épaule puis qui dit non. Ghislaine est avec moi, là. Il y a un char qui va passer, puis Ghislaine, elle me dit, regarde, là, avec un char, ils vont s'en aller. Est-ce qu'ils sont dans le milieu de la rue? Non, ils sont juste à côté de la maison. Ils sont partis. Je comprends pas. Ben, quand le char a passé, ils ont disparu, là. C'est fini, je les vois plus. Est-ce qu'ils sont revenus plus tard? Oh, j'entends encore le bruit, là. Ils sont là, mais je les vois plus. Le même bruit? Ouais, la drille, là. Ghislaine est allée se recoucher. Elle a peur encore. Là, je fais avancer Madeleine dans le temps, quelques minutes, et en pré-entrevue, elle affirmait être simplement allée se recoucher, sans plus. Il me regarde. Il est assis sur le bord de la fenêtre. Qui est assis sur le bord de la fenêtre? Lui. OK, reviens en arrière, Madeleine. Reviens au moment où l'un des hommes te regardait directement. Ça lui a pris quelques secondes et elle me répond. Il me regarde. Il veut venir me chercher. Puis l'autre, il dit non. Il a parlé? Non, je sais qu'il veut venir me chercher, mais l'autre, il veut pas. Il met la main sur son épaule, puis là, le char passe. Ils t'ont jamais parlé? Ou non. Ils ont jamais parlé? Non. Je les entends pas, mais je sais qu'ils se parlent. Est-ce qu'ils sont revenus? En théorie, Madeleine devrait revenir par elle-même à l'épisode de l'homme assis sur la fenêtre. J'attends simplement qu'elle le dise à nouveau, sans que j'aie à lui rappeler ce détail. Ils sont là. J'ai une couverte sur la tête, mais ils sont là. Il est assis sur la fenêtre. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il veut venir me chercher. Tu le vois bien? Non, j'ai les yeux fermés bien tête. Ghislaine adore, elle veut pas se réveiller. As-tu peur? Oh, un peu, là. Je sais qu'il est là, il est juste à côté de moi. Est-ce qu'il te touche? Non. Est-ce qu'il te parle? Non, il faut que j'oublie. Pourquoi? Il faut que j'oublie. Qui a dit ça? Il faut que j'oublie. Faut que j'oublie tout ça, là. Elle fait une longue pause. Il est parti, là. Il est plus là. Il est parti. Puis le bruit? C'est fini. Pour Madeleine, le moment le plus poignant fut lorsque l'un des hommes l'a regardé directement. Elle a tenté de le dessiner, mais peine perdue. Madeleine n'a pas ce talent en elle. On a donc passé au crible toutes les illustrations possibles et inimaginables dans mes filières, et je vous en dirai plus là-dessus quand viendra le moment. Madeleine vient de terminer cette curieuse histoire au cours de laquelle des hommes tout en blanc, utilisant un marteau-piqueur, l'ont éveillée en pleine nuit. Elle, sa sœur et, sans qu'elle ne s'en doute, leur frère Roger. À ce point-ci de la régression, j'ai entamé le 2e épisode et dont la trame se résume à ceci. À l'âge de 14 ans, Madeleine, sa sœur Ghislaine et une de leurs amies ont décidé de passer la nuit dans une cabane de petits gars à environ une centaine de pieds de leur chalet. C'est l'envie de soulager un besoin naturel qui a forcé Madeleine à s'éveiller. Elle a alors constaté la présence d'une très puissante lumière devant elle. Intriguée, mais pas effrayée, elle raconte l'événement comme si elle était à la fois, comme si l'événement, dis-je, était à la fois tout à fait normal et terrifiant. Il est difficile de soupeser l'émotion réelle qui se dégage de cette session. En fait, Madeleine semble considérer cette lumière comme faisant partie de son environnement. Sauf que, simultanément, elle est intriguée et inquiète. Après quelques instants, des visages se forment dans la lumière et à ce moment-là, elle affirme « C'est juste un rêve. Faut que je me réveille.
C'est juste un rêve. Puis elle constate qu'elle est couchée sur cette lumière. Et finalement, cette dernière semble se reformer pour s'éloigner. Et à son grand étonnement, Madeleine note que même couchée, elle suit la lumière. Inquiète, elle tente de réveiller sa sœur, mais il n'y est plus. La cabane est très petite et loge à peine les 3 petites filles. Madeleine ne comprend pas qu'en étendant ses bras, elle ne touche personne et dit alors « Je suis dans les airs. Faut que ça soit ça. Je suis dans la lumière, dans les airs. » Malheureusement, la régression n'apportera rien de nouveau. Il est important toutefois de mentionner que la perception des visages ne faisait pas partie des informations reçues avant la session sous hypnose. Le 3e épisode est difficile à situer dans le temps. Et Madeleine, malgré tous mes efforts, n'arrive pas à se rappeler le nom du jeune homme qui l'accompagnait. Comme elle me l'a dit avec un haussement d'épaule, c'était juste une date d'un soir. Alors qu'elle avait entre 14 et 16 ans. Voici donc la retranscription intégrale de la régression hypnotique. Dès le départ, elle se plaint que ça joue trop fort. Qu'est-ce qui joue trop fort, tu dis? Le radio, il est pas sur le poste. Ça joue bien trop fort, puis les lumières du char sont parties bien folles. Puis lui, il essaye juste d'avoir sa musique. C'est le soir ou le jour? Le soir. C'est bizarre. Les lumières sont folles, ils allument, ils éteignent. Faut que je regarde. Faut que je regarde dehors, au-dessus du char. Au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'auto? Oh, je sais pas. Hey, c'est gros, par exemple. La voiture est en marche? Non, on a arrêté. Où est-ce que vous êtes? En ville, là, dans une petite rue. Hey, c'est gros. Il y a plein de lumière après ça. Mais quelle forme de ce ça a? Je sais pas. Je la vois de côté, cette affaire-là. Hey, c'est gros. Ah, ça dépasse le char. Combien de lumières? Hey, ben des lumières. Des grosses lumières. Oh, il est donc bien fatigant, lui. Qui, lui? Ben, le gars avec moi, là, il arrête pas de zigonner avec son maudit radio. Il était en train de capoter. Hey, l'affaire est collée sur le toit, puis ça dépasse. Le gars voit rien? Il regarde pas, là. Il fait juste essayer d'arranger sa musique, là. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est parti bien raide, puis ça revient. Hey, ça revient sur nous autres, là. Ça va nous écraser. Bon, là, il l'a vu. J'ai dit, regarde. Puis là, il l'a vu, puis là, il crie. Il veut se cacher. OK. D'accord, je comprends. Ça me regarde. Ça me regarde, puis il y a un ombre. Il est assis. Qui est assis? L'ombre. La face. Sur la pointe de l'affaire, là. La pointe? Quelle pointe? Ben, c'est ovale. Puis au bout, c'est comme pointu. Puis il est assis là. Le gars avec moi, il essaye de prendre son bat de baseball en arrière, là, puis il crie comme un fou. Il a peur? Oh oui, il a peur. Il dit qu'il faut se cacher. Puis toi, est-ce que tu as peur? Non, pas vraiment. OK, parle-moi de la voiture dans laquelle tu es. C'est une vieille bagnole, là. Elle change de sujet, puis elle revient à l'aide devant elle. Ça me regarde, là. Puis il me fait des signes. Madeleine est tenace, elle se moque complètement de la voiture. Elle est fascinée davantage par l'être assis, on ne peut pas la blâmer. Qui ça? L'homme assis, là, il me fait des signes comme ça. Sa main baisse doucement à l'horizontale. Tu vois bien ses yeux? Non. Il a l'air comment? Gentil ou méchant? Oh, pas méchant. Comment est-ce qu'il est habillé? Tout en blanc. Parle-moi de sa main. C'est comme une mitaine, un gant. Puis son visage? Hey, le gars est après à devenir fou, lui, là, il crie. Hey, j'ai dit, là, qu'il veut juste nous saluer, là. Faut que je regarde. Je suis comme toute relaxe. Par la suite, Madeleine explique qu'au retour à l'appartement du jeune homme, celui-ci l'a chassé vivement de chez lui en criant et manifestant visiblement de la peur. Il plaçait ses mains devant lui et lui disait de s'en aller et qu'il n'irait pas la reconduire. Parions que si l'événement s'est produit tel que raconté, il y a quelque part un gars dans la cinquantaine qui a une histoire de fou avec une cinglée dans son auto puis des objets immenses au-dessus de sa voiture. C'est alors que j'ai décidé de ramener Madeleine tranquillement à l'état normal. À mi-chemin, elle s'est mise à résister aux suggestions de retour.
elle voulait poursuivre son récit. Lorsque le sujet agit de la sorte, le praticien en hypnose doit simplement laisser les choses aller, puis, plus tard, reprendre la phase de sortie. C'est peut-être ce genre de situation qui a fait naître le mythe qu'on risque de ne jamais se réveiller de l'hypnose. La suite, après la pause. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. Hey, le Rina Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper, n'épargne du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux, c'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD, c'est simple de même. Ça se passe au Rina Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. AM, l'école du micro d'argent. Le classique des classiques hip-hop revient sur scène. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Le 30 juin 2018, au Centre Vidéotron. AM. Avec invités spéciaux. Eman, Evelooper et Rhymes. Billets en vente le samedi 18 novembre à midi sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Oyez, oyez! Quand vous cherchez un jeu de société éducatif et divertissant qui fait appel au meilleur de soi, À la conquête de la Couronne d'Or est un cadeau passionnant pour tout public dès l'âge de 8 ans. Entamez votre parcours héroïque dès maintenant et profitez du spécial des fêtes sur notre site www.lacouronnedor.ca. Le 23 décembre, le super tirage du Loto 649 offrira 5 lots garantis de 1 million. Et ça, c'est en plus du gros lot annoncé. Alors imaginez la taille de la dinde au souper de Noël. Gilles, calme-toi un peu. Excusez-moi. Je sais que t'as ton billet, là, mais vire pas fou. Donc, ne manquez pas le super tirage du Loto 649 le 23 décembre. 5 lots garantis de 1 million en plus du gros lot annoncé. OK, c'est beau la dinde, là. Hey, je sais pas, c'est plus fort que moi. 18 ans et plus. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, de la pizza et du poulet à la broche. Au 7520 boulevard Guillaume Couture au comptoir ou sur livraison au 88 835 0008. 88 835 0008. Le resto Méli-Mélo, c'est rapido presto. En ce moment, obtenez 12 ailes de poulet belles et dodues gratuitement à l'achat d'une pizza 12 pouces garnie ou plus. Livraison 88 835 0008 ou melimeloresto.com. Faut que je passe au cluster! C'est le temps d'acheter vos billets pour la prochaine saison de spectacle Hommage du Cluster Bar Spectacle. Votre scène à Lévis. C'est aussi le temps d'acheter vos cadeaux de Noël. Faites-vous le lien? Le 10 février, Hells Bells, hommage à AC/DC. Le 10 mars, Black Dog, hommage à Led Zeppelin. Le 7 avril, SRV Tribute Blues Band, hommage à Stevie Ray Vaughan. Le 12 mai, Cosmic, hommage à Janis Joplin. Le tout pour juste 40 $ si vous achetez avant le 5 janvier. Ça vaut minimum 80. Passez au cluster 93-20 Guillaume Couture, cherchez ça, ou sur lepointdevente.com. Tout un cadeau de Noël pour les Triple Rock, ça! Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. AM, l'école du micro d'argent. Le classique des classiques hip-hop revient sur scène. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Le 30 juin 2018, au Centre Vidéotron. AM, avec invités spéciaux. Eman, Evelooper et Rhymes. Billets en vente le samedi 18 novembre à midi sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev. La vie est courte, les délices du
bonheur substantiel, la mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Vous pensez changer de voiture? Vous magasinez une voiture Auto Centre-Ville. Tous les autos qui sont vendus sont garantis 12 mois, 15 000 km. Les voitures sélectionnées sont remises à neuf et inspectées minutieusement. C'est pas pour rien que l'AMVOC s'en va les certifier avec un sourire d'en face à chaque année. Ça fait 30 ans qu'Auto Centre-Ville vous vend des voitures usagées qui sont complètement remises à neuf. Les gens choisissent Auto Centre-Ville parce que c'est un service familial personnalisé. Vous êtes pas capable de vous rendre au garage? On va aller vous chercher. Vous êtes pas capable de prendre possession de votre voiture? On va vous la livrer à la maison. Il y en a pas de problème chez Auto Centre-Ville. Il y a que des solutions. Si vous avez un problème de crédit, première chance, deuxième chance, troisième chance, vous en avez plus de chance. Chez Auto Centre-Ville, on va vous en créer une. Tous les gens sont financés. Auto Centre-Ville, 847-95-57, autocentrevillequebec.com. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Et pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Redbeard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50 $ tout inclus. Oui, 50 $ tout inclus. Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca. redbeardsurvival.ca. 96.9. De retour avec Jean Chazot au Fait Maudit. Fait Maudit. J'en étais rendu avec Madeleine où elle semble vouloir refuser de sortir de sa transe hypnotique et veut poursuivre ce qu'elle est en train de voir. Et c'est alors qu'elle crie. Non! La lumière! La lumière! Quelle lumière? La lumière, elle me frappe! Bon, continue. Où es-tu? Avec le visage dans un grand passage, puis la lumière est au bout. Très souvent, le sujet peut soudainement cesser de voir le déroulement d'une situation et parce qu'il y a un lien, sans doute, va passer à une autre, avec très peu de transition. Je le sais, ça. Alors, je ne sais pas si elle est encore avec le gars dans l'appart qui voulait la chasser ou si elle a changé non seulement de lieu, mais d'époque. Parce que le sujet vit intensément ces sessions. Il n'est pas là pour s'arrêter en plein milieu puis dire « Bon, là, j'ai changé de place, on est à tel endroit, telle date. » Il fait pas ça, le sujet. Il m'avertit pas. Alors, elle y va, elle fonce. Puis le praticien doit, lui, faire les manœuvres pour récupérer ses données sans interférer avec le récit. OK, tu es dans le passage. Tu es dans le passage de l'appartement du gars? Non. Non, puis elle me répond sèchement en passant, c'est comme si elle avait peur de quelque chose. Est-ce qu'il y a des portes? Non. Il y a une lumière au bout, mais je veux pas y aller. Pourquoi est-ce que tu irais? Est-ce que tu es seul? Oui, je suis tout seul. Alors pourquoi y aller? Pourquoi y aller? Pourquoi tu irais? Il faut que j'y aille, là, mais je veux pas. Il y a du monde, là. Ils sont debout. OK, comment ils sont? Combien? 3. OK, décris-les-moi. Je vois juste des silhouettes dans la lumière, mais ils sont grands. Es-tu entré? Il y a quelque chose de rond, là. C'est rond, avec des lumières. Ça allume, ça ferme. Il faut que j'y aille. La session se met à tourner en rond, avec toujours la même réplique. Il faut que j'y aille, mais je veux pas. Il faut que j'y aille et je veux pas. Puis il y a une obsession aussi avec ce passage-là.
La session s'est terminée et Madeleine a simplement demandé de quitter mon bureau pour se retrouver seule et penser à tout ça. Elle était ébranlée. On a pris un café, parlé de choses et d'autres, des banalités. Par la suite, on a jugé qu'elle était en mesure de conduire seule jusqu'à sa résidence. Voici l'intégrale d'une lettre reçue après à peine quelques jours après la régression. Les commentaires que je vais faire, cependant, n'ont jamais été envoyés à Madeleine. Bonjour, Jean. J'ai décidé de t'écrire là, pour partager avec toi ce que je ressens, puis subi là, depuis la session d'hypnose que j'ai eue avec toi. J'aimerais mettre une chose au clair là, avant que tu commences ta lecture. Là. J'attends absolument rien de toi, là, sinon de la compréhension vis-à-vis de ce qui se passe. J'ai pensé exprimer mes sentiments sur papier. Ça avait l'air plus facile que d'en parler pour moi. À chaque fois que je parle de ça, puis même là, en ce moment, je tremble en dedans, puis j'aime pas ça. C'est un bon point pour elle. Les expérienceurs qui découvrent par hypnose ce qui leur est arrivé et qui ne se questionnent pas sont toujours un peu suspects. Au début de la session, là, j'étais convaincue que je n'étais pas hypnotisée, que je répétais juste des souvenirs que j'ai toujours gardés, là. Mais pourtant, je visualisais bien ce que tu me disais comme si c'était en avant de moi. Madeleine fait allusion ici aux images suggérées durant la phase d'induction. Ces images sont neutres et suggèrent simplement un état de relaxation. Elles peuvent être associées à la vitesse, à la visite d'une grande maison familière, à une plage ou à une sensation quelconque. Autre point, certains confondent hypnose avec sommeil, ce qui est faux. L'hypnose n'est rien d'autre qu'une série de suggestions visant à placer le sujet dans un état réceptif à ses propres images. Comme vous avez pu le constater dans la session intégralement présentée précédemment, aucune suggestion autre n'a été formulée. Mais quand j'ai vu le regard, là, les ombrages dans la lumière, puis le fameux passage avec une table au bout là, où il y avait 3 silhouettes, là, hey, ça m'a troublé bien gros. Il y avait quelque chose qui semblait me retenir là, sous l'effet d'hypnose, à vouloir voir, puis savoir ce qui était là. Puis même, je peux dire que mon désir de vouloir rester là, était tellement grand que je comprends pas comment t'as fait pour m'en sortir. Je voulais pas. Je voulais rester là. La session, elle m'a vraiment comblée, mais en même temps, ouf, ça m'a troublée plus que jamais. Encore aujourd'hui, je me dis, c'est arrivé à moi. Une fois de plus, elle démontre l'attitude qu'on attend chez l'expérienceur. Comme je t'avais expliqué, j'ai jamais compris pourquoi j'ai toujours l'obsession de l'ufologie. Mais à cette heure, plus que jamais, c'est pire. C'est comme s'il y a quelque chose que je dois savoir. C'est-tu normal de penser de même? C'est l'œuf ou la poule. Les dénigreurs diront que son obsession pour l'ufologie l'a conduite à fabriquer ces images, alors que c'est l'inverse. C'est ce qu'il a vécu en partie avec son frère et sa sœur qui sont à la source de son obsession. La semaine qui a suivi la session, là, j'avais des flashs comme c'est pas croyable. Partout où j'étais, là, je te dis, même à job, pendant que je travaillais sur l'ordinateur, quand je descendais l'escalier, quand je regardais la TV, j'étais troublée par ça, là, puis je me demandais qu'est-ce qui a fait ce caseau-là à ma tête. Je me disais d'un coup, je me sentais bien tout seul au monde. Là. Pourquoi? Pourquoi il y a plusieurs gens qui ont subi la même affaire, puis ça, j'en suis convaincue. J'avais besoin d'en parler. Oh, j'ai eu la tentation de te téléphoner, mais j'ai changé d'idée en me disant que t'étais un homme bien occupé, puis que j'étais juste un cas parmi les autres, là, puis que c'était bien personnel, puis tu voudrais pas être achalé avec ça. Me suis-tu trompé? Tous les enlevés sont unanimes sur ce point. Il n'existe aucun groupe de support permanent pour eux. Ils sont seuls au monde et se sentent rejetés et humiliés lorsqu'ils ont l'audace de s'ouvrir, d'où l'extrême rareté des récits disponibles, notamment ici au Québec. Et oui, elle avait tort. Elle aurait pu me joindre sans problème. Fait que j'ai décidé d'en parler à mes collègues là à job. Là. Quelle erreur! J'ai été ridiculisée puis faite passer pour une folle. En tout cas, c'est la sensation que j'ai reçue d'eux autres. Oh, même s'ils avaient l'air de m'écouter bien fasciné.
Fait que j'ai décidé de plus en parler. Puis d'en parler avec mes sœurs. Mais avec mes sœurs, j'ai eu le même feeling. Hey, c'est-tu pas fou un peu, là? Pourtant, elle m'écoutait, puis elle riait pas pantoute. Mais c'est là que j'ai eu la chance de voir ton enquêteur, là, Richard Guilbeault, qui faisait une enquête chez ma sœur la fin de semaine passée. J'ai demandé si c'était normal, si j'ai encore des flashs, là, puis des tremblements dedans, puis une obsession pas ordinaire. Il m'a dit que oui, là, que c'était normal, puis que probablement pour le restant de mes jours, j'aurais des flashs. Hey, ça, c'est pas rassurant, là. Mais quand je réalise à cette heure que c'est un phénomène avec lequel il faut que je vive, là, puis que j'accepte, là. Hey, et pourquoi tout d'un coup, je semble accepter la situation? Une chose certaine que je peux dire, c'est que depuis mon expérience, je me sens plus proche là avec les êtres. Je sens le besoin de vouloir communiquer avec eux autres. Puis je sens qu'ils me surveillent tout le temps. C'est-tu mon imagination, ça? Si on considère que l'expérience vécue par Madeleine est une réalité physique, il est tout à fait normal qu'elle adopte une attitude franche, soit qu'elle veuille que tout ça s'arrête définitivement, comme c'est le cas pour certains, ou que ça se continue malgré la peur, ce qui est le cas pour plusieurs. Ce qu'elle va dire dans quelques instants, vous l'avez entendu ici au Fait maudit avec mes invités à maintes reprises. Et là, pourtant, on est en 1995. Le soir, là, j'ai toujours hâte d'aller me coucher pour que je puisse communiquer télépathiquement avec eux autres. Comme si je faisais une prière là, à l'intérieur de moi. Là. Je me dis, il n'y a rien qu'eux autres qui peuvent répondre à mes questions puis m'aider à comprendre. C'est comme si je ressentais qu'ils m'entendent les questionner. Hey, jamais avant j'ai ressenti ça. Je découvre. Ou peut-être que c'est parce que je porte plus attention à mon environnement, là, mais des choses que je faisais pas avant, puis qu'à cette heure, je fais. Tu sais, dormir profondément, là, bien profondément. Hey, c'est pas dans mon habitude, ça. Hey, d'habitude, une couverte poussée par les pieds de mes petits, puis je l'entends. Tout d'un coup, j'entends plus rien. Comment ça? Lire un livre. J'ai jamais été capable de faire ça, moi. J'ai essayé à bien des reprises avec des livres qui traitaient pourtant des sujets qui m'intéressent. Ça n'a pas marché. Là, j'ai acheté un livre, Abduction, là, par John Mack, là. Puis je suis pas capable d'arrêter de le lire. Hey, dans l'espace de 3 jours, j'ai presque terminé. Hey, comment ça se passe, ça? La minute que j'ai la chance de lire un peu, je lâche tout ce que je fais, là, pour lire. Ça, c'est vraiment pas moi, là. Que les expérienceurs ressentent que la découverte de leur expérience exerce chez eux une pression à modifier leur comportement est presque généralisée. À cette heure, Jean, là, ce que je dois te dire, dans le fond, c'est ce qui se passe la nuit, là. La semaine du 20, là, quand je me couchais, peut-être 10 minutes après, je sentais mes orteils, mes doigts, tout mon corps engourdi puis paralysé. Là, je me suis tout de suite posé la question, qu'est-ce qui se passe? Hey, je continuais à dire que c'était pas vrai, là, que c'était pas possible, puis que c'était juste mon imagination qui l'emportait, là, à cause de mes lectures, tu sais bien. Mais j'ai senti un gros coup, là, solide, qui m'a réveillé, hey, puis ça fait mal. Madeleine se plaint d'une douleur à l'abdomen depuis plusieurs temps et son médecin parle d'un ulcère. Je me suis réveillée à chaque heure, là, toujours pour essayer d'aller à la toilette, là, en pensant que c'était mes intestins. Eh bien, à ma grande surprise, le lendemain matin, mon mal avait pas mal diminué, là. Puis pourtant, je suis pas allée à la selle, là. Puis dans le passé, hey, ça pouvait durer jusqu'à une semaine. C'était quoi, ce rêve étrange, là? C'est peut-être rien, tu sais, là. Mais, chose bizarre, ma petite fille, elle est venue me retrouver le matin, là. Puis elle m'a dit qu'il y a un E.T. qui avait été dans sa chambre la veille. Au risque de me répéter, ce questionnement est très sain. Le 25, j'ai une nuit pas mal émouvante. Pendant que je me préparais à dormir, hey, là, je t'avais toute une tonne de questions. Pourquoi est-ce que j'ai si peur d'eux autres?
moi, là, c'est-tu le moment que je sache enfin ce qui est arrivé, ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas Jean Cazot, là? Il est bien mieux placé que moi pour répandre des messages ou bien quoi que ce soit. Moi, j'ai juste une femme, là, avec aucune influence sur le public. Cette remarque très candide est d'ailleurs la source d'une profonde irritation chez les sceptiques. Inconsciemment, eux aussi se demandent pourquoi des femmes de maison, des fermiers, des gens très ordinaires vivent de telles aventures, alors que leaders, penseurs, experts ou autres éléments forts de la société sont négligés. Ils ne sont pas, comme on va le voir plus loin. Et pour répondre à son étonnement, j'ai été emprunté, moi aussi, à l'âge de 4 ans, il n'y a pas tellement longtemps. Alors, been there, done that, on l'écoute. Tout d'un coup, j'étais complètement paralysée, avec mon mari qui dormait à côté de moi. Je pouvais même pas bouger un orteil. La seule chose que je pouvais bouger, c'était mes yeux. Hey, j'ai fixé mon cadran à côté de moi pour vérifier, il était à quelle heure? Il était 00:15. Tout d'un coup, hey, j'ai eu le rêve le plus étrange. Je me voyais, là, entourée d'êtres, sans voir de face. Mais je savais qu'il y en avait plusieurs autour de moi. Ils me tenaient la main, comme s'ils voulaient que j'aille avec eux autres à quelque part. Hey, j'ai résisté, puis je criais, hey, non, je veux pas y aller. Mais, malgré mes efforts, j'ai vu une lumière qui me tirait dans le dos, comme mon corridor, là. Puis là, hey, crêlez pas, je me suis vu descendre dans mon squelette. J'ai vu mes omoplates, mes os. Je me suis senti tout d'un coup libérée de tout sentiment. C'était comme si je sortais de mon corps. En 1995, la nouvelle ufologie que je pratique maintenant n'existe pas. Mais de nos jours, si on tient compte des conclusions de mon dernier ouvrage, Révélations spectaculaires sur les faits maudits, les sorties extracorporelles ont toujours fait partie du paysage ufologique des expérienceurs de ce genre de situation. Depuis quelques années, certains ufologues ouverts à autre chose que le vaisseau en métal commencent à considérer, comme l'a si bien fait Raymond Fowler, cité en référence, que les out-of-the-body experience, les voyages en dehors du corps, font partie intégrante du processus complexe des enlèvements nombreux que peut vivre une personne dans une vie. En d'autres termes, tout porte à croire que généralement, sauf quelques exceptions, l'enlèvement n'est pas un incident unique dans une vie et il peut prendre plusieurs formes, comme les affaires Andreessen, Napolitano, Sparks, etc. l'indiquent. Ensuite, là, je m'entendais dire, à cette heure, je comprends. Je comprends pourquoi ils veulent pas que je me souvienne. J'ai trop de peur encore qui doivent disparaître, puis c'est juste une fois que cette peur-là sera partie que j'aurai des explications. Mais c'est pas la réalité. Hey, j'ai toujours bien peur puis je comprends rien. À ce moment-là, j'ai ouvert mes yeux, puis j'étais bien dans mon lit, puis je pouvais bouger. Mais quand j'ai regardé le cadran, là, il était 2h30 du matin. Pourtant, à ma connaissance, ce rêve-là, il avait duré juste quelques secondes. Mais après ça, je me suis réveillée à chaque heure. À 3h30, à 4h30, à 5h30, puis à 6h. Je sais pas pourquoi je me réveillais, mais c'était toujours cette histoire-là de vouloir regarder le cadran. Oh, je me suis habillée pour aller à la job, mais hey, je me sentais fatiguée. Je me sentais fatiguée mentalement autant que physiquement, là. Puis vraiment, là, à l'extrême. Hey, j'ai failli partir de la job pour aller me reposer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Le 29, là, je me suis couchée à 11h le soir. Mon mari, lui, il était encore debout à étudier dans ses livres, là, dans le petit salon. Je me suis couchée en pensant à pourquoi je disais que je comprenais ma peur. Parce que
dans les faits, là, je la comprenais pas pantoute. Mon angoisse, était de retour. Je me disais, si seulement il pouvait apparaître dans ma chambre, de voir une lumière ou même un être, ça confirmerait leur présence. J'avais un besoin bien fort de vouloir leur parler. C'est comme s'il fallait que je parle, là. Tu sais, j'étais dans une période bien fertile. Je le sens, là, que je suis dans mon ovulation. Puis cette nuit-là, j'ai senti le besoin de me dire dans ma tête, peut-être que j'aurai de la visite, parce que le moment est prêt pour eux autres. Hey, c'est-tu pas stupide de penser à une affaire de même? Encore une fois, là, je me suis dit, c'est un crise de livre, là, il me donne des maudites idées folles. Madeleine n'est pas sotte. Elle se demande sincèrement si ses lectures sont pas responsables de son état. Mais une fois de plus, encore et encore, cela démontre qu'elle cherche malgré tout à prendre ses distances avec ses visions. Ce qu'une personne mentalement atteinte par un désordre schizophrénique, par exemple, ne ferait jamais. Tout le temps que j'attendais mon mari pour venir se coucher, je sentais comme si quelqu'un m'écoutait, ou même qu'il était présent. Hey, j'ai enlevé cette idée-là de ma tête, là, puis je me suis concentrée sur un point noir dans ma tête pour sortir toutes ces mots, t'as dit de pensée-là. Je me disais, hey, là, ça suffit, là. Faut que j'enlève ces idées-là de ma tête, là, puis que je continue à vivre une vie normale. Mais, une fois que mon mari est venu se coucher, je dormais pas. Fait que, on a eu un moment d'intimité, mais je me sentais pas à l'aise. Je me sentais comme si quelqu'un regardait. Fait que quand je me suis rhabillée, je veux dire que j'ai eu comme l'envie de regarder pour être certaine là, que mon pyjama était bien mis. Pourquoi ça? Quand mon mari s'est couché pour la nuit, 5 à 10 minutes après que j'étais sur le bord de dormir bien dur, j'ai senti quelque chose où quelqu'un me flattait le visage. C'était doux. Mais à un certain moment, je me suis sentie étouffée. Puis là, je voulais juste dire, hey, là, chez moi, là, ça suffit. Mon corps, il ressentait une chaleur immense, avec un engourdissement. J'ai même senti quelqu'un me toucher au bas du corps. Puis tout d'un coup, là, j'ai senti comme si mes jambes se faisaient ouvrir vite. Pourtant, il n'y avait aucun mouvement là, pour confirmer que mes jambes s'ouvraient. Hey, j'ai eu peur. Mais encore une fois, quelque chose me flattait partout. Comme si c'était pour me calmer. Hey, puis ça a marché. Hein. J'ai dit, OK, je comprends. Mais stupide, là. Parce que je comprenais pas. J'ai ressenti un moment de relaxation puis de calme bien intense. Puis même une sensation, là, dans le bas du corps, là, qui était bien plaisante. Après ça, plus rien. Hey, j'ai-tu rêvé ça, moi? C'est pas possible, là. Tout est devenu noir, puis je suis tombée endormie. Mais je me suis réveillée à 1h30 pour aller aux toilettes. Encore une fois, j'avais le sommeil bien dérangé. Mais imagine-toi, le lendemain matin, hey, à ma grande surprise, j'ai eu le choc de ma vie, toi. Mon pyjama était complètement à l'envers. Hey, le devant de mon haut pyjama était en arrière. Hey, puis je me souviens bien dur d'avoir bien vérifié qu'il était à l'endroit avant de me coucher. Puis mon bas de pyjama, ben lui aussi, il était à l'envers. Ça peut faire sourire, mais ce scénario-là est très fréquent dans les dossiers d'enlevés. Vêtements et bijoux replacés au mauvais endroit, le sujet se retrouve à l'envers dans le lit, dans une autre pièce, ou lorsqu'en automobile, à des kilomètres du lieu de l'enlèvement, avec évidemment un effet marqué de temps manquant. Là, je me demande encore ce qui s'est passé hier soir pendant mon sommeil. C'était-tu un rêve sensuel que j'ai eu, ou bien s'il y avait vraiment quelqu'un qui était sur moi? Hey, là, j'ai l'air de tourner en rond avec ces 1000 questions-là, mais je le sens, je le sais qu'ils m'entendent. Ça, c'est une sensation que je suis pas certaine si c'est l'hypnose qui tout d'un coup m'a donné cette habileté-là, d'être consciente de leur présence.
Même en char, depuis mon hypnose, je veux toujours regarder dans le ciel noir avec l'espérance de les revoir. Pourquoi j'ai tant besoin de les voir? Je me suis souvenu à un moment donné que j'étais bien jeune dans ma chambre à coucher, puis que la porte du garde-robe, elle s'est ouverte avec une grosse lumière blanche qui sortait du garde-robe. Puis, hey, je me suis levée en courant vers la chambre de ma mère pour y dire qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, qu'un monstre était sorti de mon garde-robe. Je me souviens que ma mère est venue dans la chambre, puis qu'elle m'avait dit que j'avais bien juste fait un mauvais rêve, puis que ce que je voyais, ben, c'était une robe de chambre accrochée. Mais elle pouvait pas m'expliquer la lumière que j'ai vue, par exemple. Hey, tous ces événements-là, moi, ils me chatouillent. C'est-tu pas étrange? Hey, j'espère que j'ai pas perdu ton temps avec ça, là. Tu sais, Jean, je te connais pas plus qu'il faut, mais pourquoi, je le sais pas, mais je sens que je peux me confier à toi puis que tu peux m'aider à comprendre tout ça. Eh ben, à bientôt, là. Puis je peux te dire que si la moindre affaire me revient, là, ben tu vas être le premier à le savoir. Je tiens vraiment, là, à avoir une autre session d'hypnose, mais pas tout de suite, hey. Je vais avoir le temps d'accepter tout ça puis d'être plus calme. Sincèrement, Madeleine. Nous sommes rendus au point où notre amie Madeleine va devoir revisiter sous hypnose la section où elle nous parlait d'être dans un corridor. Alors, on se rappelle, elle avait eu cet épisode avec le gars dans le char, comme on disait, avec la grosse affaire sur le toit, puis ainsi de suite, puis le gars l'a mis dehors de chez eux, puis ainsi de suite. Et là, j'ai voulu la sortir d'hypnose, et elle n'a pas voulu, et elle s'est vue dans un corridor avec des silhouettes. On a donc décidé de reprendre la session d'hypnose. Décris-moi ce corridor-là, Madeleine. C'est blanc, c'est lumineux. Puis au bout, ben, il y a 3 ombrages. Est-ce que tu peux me dire exactement à quoi ça ressemble, ces ombrages-là? Il y en a un plus grand au milieu, là, puis 2 plus petits de chaque côté. Est-ce que tu peux avancer dans le corridor? Et je vous signale elle semble hésiter, son visage se crispe légèrement. Non. Oh, ça me pousse dans le dos, là. Ils veulent que j'avance, mais moi, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Ben, ils vont me faire quelque chose. J'ai alors procédé à la confection d'une sorte de bouclier protecteur. Le sujet va donc raconter ce qu'il voit tout en sachant qu'il n'y est pas. Ça élimine dans son conscient le danger de toute entreprise. Il importe de rappeler au sujet que nous sommes autour de lui, qu'il n'y a rien à craindre. Et Madeleine semble acquiescer et avance. Il y a une grande salle, puis là, il y a un petit qui me tient la main. Il veut me montrer quelque chose. Parle-moi de celui qui te tient la main. Il est petit. Il n'y a pas de linge. Il a des grands bras, des grands doigts. Je ne veux pas présumer qu'il s'agit d'un être différent de nous. Quel âge a-t-il? Je sais pas. Je peux pas dire son âge. Il est petit. C'est un enfant? Est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille? Il n'y a pas de sexe. C'est juste un corps. Un grand corps, mais petit, avec des grands bras et des grands doigts. Quelle couleur sont ses cheveux? Pas de cheveux. Non, il n'y a pas de cheveux. Mais je pense qu'il n'y a pas d'oreilles non plus. Est-ce qu'il a les yeux bleus? Non. Ses yeux sont noirs. On dirait une sauterelle. Une sauterelle? C'est un insecte, ça? Ouais, ben... C'est ça. Il n'est pas fait comme nous autres, là. Sa face est pas normale. Sa réponse est tellement cool et détachée que j'ai presque éclaté de rire. Est-ce qu'il te parle? Il dit d'aller avec lui. Il a dit ça en français? Ouais. Sa voix, est-ce qu'elle est forte? Non. Sa voix... je sais pas s'il parle français. Mais il faut que j'avance. Oh! Puis là, ben,
Il y a une grande porte, puis il faut que je passe. T'es avancé? Longue pause, sans aucune réponse. Parle-moi de la salle où tu es maintenant. C'est grand. C'est tout blanc. Il y a une grande table, là, puis c'est tout. Pas d'autres meubles? Non. Il y a des fenêtres? Non. Il me montre quelque chose avec son doigt. Qu'est-ce qu'il te montre? Un mur. Il y a des étoiles, mais c'est pas dehors. C'est pas une fenêtre? Non. Il y a des étoiles. C'est noir. Mais ça brille. On dirait une carte. Dans le bureau, on s'est tous regardés. Si nous avions à considérer cette session sous l'angle des révélations à leur pleine valeur, on était sur le point d'apprendre des choses assez extraordinaires. Ça a été en partie le cas, mais ça n'a pas été si simple comme vous le verrez. Parle-moi de la carte. Il y a beaucoup d'étoiles, bien petites. On dirait des petits diamants qui brillent, mais je comprends rien. Ils veulent m'expliquer quelque chose, mais je comprends rien, puis je veux pas comprendre. C'est plein de lignes là-dessus, comme les bébelles à mon mari. Là. C'est quoi les bébelles de ton mari? Ben, c'est plein d'ordinateurs, là, plein de lignes, des points, des chiffres. Moi, je comprends rien là-dedans. Là. C'est trop compliqué. Il me dit de sortir. Ça va, tu peux sortir. Il va de soi que je veux éventuellement revenir à cette carte-là. Je demande à Madeleine d'inscrire dans sa mémoire le mieux possible tous les détails de la carte, même si elle ne comprend pas ce que cela signifie. Il y a trop de lignes. C'est bien compliqué. Bon, c'est pas important, Madeleine. Maintenant, tu peux continuer. Les deux me font avancer. Les deux petits, là. Vous pouvez passer celui qui était le plus grand? Quand je suis arrivé, il s'est retourné, puis il est parti. Mais je sais pas où il est passé. Il y en a deux avec moi, là. De quelle couleur est leur linge? C'est gris. Ils sont gris. Ils ont des ceintures, des boutons? Non. Ils n'ont pas de linge. Ah, dans ce cas-là, ils sont nus? Ben, ils n'ont pas de fesses, puis ils n'ont pas de nombril. C'est une constante chez plusieurs expérienceurs de se montrer incapables de dire si les petits gris, comme on les appelle, sont nus, sans organes extérieurs visibles, ou s'ils portent un revêtement quelconque faisant comme une seconde peau. Quelle expression a leur visage? Oh, ils en ont pas. Ils ont l'air sérieux tout le temps. Ils n'ont pas de sourire. La bouche, elle bouge jamais. Ils me parlent, là. Ils me disent quelque chose, là. Ça a à faire avec la carte. Que je sache quelque chose. Mais je veux pas. Il y a plein de petits points bien brillants. On dirait que si je voulais les toucher, je pourrais les prendre dans mes mains. C'est noir. Puis dans le fond, il y a une petite boule orange. Dans le fond... Alors je me dis, c'est donc une carte à 3 dimensions qu'elle voit, et probablement holographique. Ouais. Au fond, comme si c'était creux, profond, elle est en arrière. OK, parle-moi de la boule. Ben, elle est orange, avec le bord brumeux, là. Tu sais, comme un nuage. Puis autour, là, c'est brun. Autour de la carte, c'est blanc ou noir ou de quelle couleur? Oh, c'est blanc, là. C'est comme le reste de la salle, là. OK. Combien mesure la carte? Oh, moi, les chiffres, là, je sais pas, là, mais c'est bien grand, en tout cas. Ça prend tout le mur. Parle-moi du plancher. Il est blanc, comme le reste. Est-ce que c'est glissant? Non. C'est comme de l'arborète blanche, là. Tout est net ici. C'est beau. C'est beau, là, mais il faut que je sorte. Quoi? Ben, ouais, ils veulent que je sorte, là. Il y en a un qui a l'air choqué, là. Regardez la tête, elle bouge. Comment tu sais qu'il est choqué? Ils n'ont pas d'expression dans le visage. Ben, sa tête, elle bouge beaucoup. Il a l'air énervé. Comment t'es-tu habillé, toi? C'est blanc. Je sais pas, là. Est-ce que t'es pieds nus?
Ouais, ben, je suis nu-pied. Hey, mais je l'étais pas quand j'étais entrée dans la salle. Es-tu sorti de la salle maintenant? Ouais. Mais je marche pas. Je flotte. C'est un autre corridor. Comment sont les murs? En quoi ils sont faits? Je sais pas. Je peux pas vraiment voir, là, parce que c'est trop clair, c'est trop lumineux. On n'a pas de lumière de même, nous autres, là. Puis il y a du gravier à terre. Es-tu tout seul? Non, c'est une petite gang ici. Les petits bonhommes, ils sont blancs, mais c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Le face, là, le visage, il est pas mal plus doux. Je les connais, moi. Ils veulent que j'aille avec eux autres. Quel âge as-tu? 10 ans, 9 ans, ouais, 10 ans. Là, je comprends qu'il s'agit d'une autre occasion. Pourtant, plus tôt, elle parlait de son mari. Est-ce que ce sont les mêmes que tu as vus en bas de la maison sur Beechwood? Les hommes en blanc, là, avec le marteau-piqueur? Non, ils sont dans le fond, eux autres. Il y en a beaucoup. Il y en a, ils sont en arrière, là, dans le fond. Est-ce qu'ils sont différents des autres, ceux qui sont en arrière? Oui. Les yeux sont plus grands. Ils sont combien en tout? 6 en avant, 7 en arrière. On dirait qu'il y a un passage, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me regardent. On dirait qu'ils se parlent entre eux autres, qu'ils m'examinent. Est-ce qu'ils te touchent? Non. Les grands sont là. Je fais allusion au plus grand de tous, là, qui a été vu au tout début. Non. Le groupe se sépare. Ils partent par deux. Puis je recommence à flotter. Où est-ce que tu vas? Il y a bien des portes. Tu marches ou tu flottes? Je flotte. Je suis dans un autre passage. Est-ce qu'ils sont toujours avec toi? Non. Je suis toute seule. Je monte. Il y a des bulles partout. Des petites bulles, là. Tu sais, comme les enfants, là, qui en font avec... Tu sais, quand ils soufflent, là... Des bulles de savon? Ouais, mais ils sont blanches. Hey, c'est lumineuse. Hey, ça flotte autour de moi. Il y en a partout. Parle-moi du gravier. C'est juste quand ils me regardaient, là. C'est juste moi qui avais ça en dessous de moi. Mais quelle sorte de gravier? Ben, des petites roches, là, blanches, là, comme du sable. Bon, je suis repartie à flotter. Où est-ce qu'il m'amène encore? As-tu peur? Non, mais j'aime pas ça. C'est quoi qu'ils veulent, là? Les petits, ils veulent toujours me montrer quelque chose. Ils sont tannants avec ça. Qu'est-ce qu'ils veulent te montrer? Ben, ils me montrent une pièce, des tables, là, mais je veux pas voir, là. Ils me font passer vite. Tu fais juste te promener? Ouais. Ils me font visiter la place, faut croire. C'est grand là-dedans? Hey, c'est immense. As-tu froid? Non, mais il n'y a pas de chaleur. Je sens rien. Tu respires bien? Oui, je respire bien. Il n'y a pas d'odeur? Non. Y a-tu quelque chose qui attire ton attention? Non. Juste cette petite pièce-là, là. Mais ils veulent pas que je voie. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? C'est petit. Puis sur la table. Hey, ça a l'air de Julie. Julie est le prénom que j'ai donné à sa fille de 9 ans. Alors, on s'est tous regardés. Le même problème semble survenir de nouveau. Comment, à 10 ans, Madeleine aurait-elle pu voir ou penser voir sa fille du même âge? C'est alors qu'on a réalisé que puisqu'on a débuté la régression à partir de l'incident dans la voiture, alors qu'elle était adolescente, il y avait là aussi un autre problème. 3 âges différents. 10, 16 et 36 ans. Il fallait établir ce qui se passait. Et si Madeleine ne confondait pas plusieurs visites au même endroit en une seule. Comment se fait-il que ce soit ta fille si tu n'as que 10 ans? Ben, c'est une petite fille, des cheveux bruns, là, comme ma fille. De retour au Fait maudit avec Jean Cazot.
âge as-tu? Je sais plus. On dirait que c'est pas la première fois. Rappelons-nous qu'elle avait déjà dit, un peu plus tôt, « Je les connais ». Il y a quelque chose de bien familier ici, dans la troisième porte, mais ils veulent pas que je voie. Oh, il est pas gentil, lui, les grands doigts. C'est celui-là. Ben, le même qui me montrait la carte. Il veut pas que je voie la petite fille. Il rouvre les bras. Et ça fait drôle. Parle-moi de ses doigts. Ils sont bien grands puis plates au bout. Hey, c'est comme un squelette. Ah, c'est laid. C'est vraiment pas beau. Les autres ont-tu ces mains-là aussi? Non, juste lui. Quelle tête qu'il a, lui? Comme une sauterelle. Oh, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Non. Hey, lui, il est pire. J'en ai vu 4 sortes différentes. Là, les petits gris puis les blancs. Les petits blancs, ils sont curieux, eux autres. Ils courent partout. On dirait qu'ils jouent à la cachette. Ils se cachent. Et les autres? Oh non. Eux autres, ils sont sérieux. Ils fixent tout le temps. Celui au grand doigt, est-ce qu'il est habillé? On dirait un wetsuit. Comme un costume de plongée. Quelle couleur? C'est gris, mais pas gris comme nous autres. Arc, c'est comme un gris mort. Arc. Où vas-tu maintenant? Vers une autre porte. Parle-moi des portes. Ben, c'est pas des portes. C'est comme des dômes, là, des arches. Sauf qu'il y a toujours plus de lumière là, autour des arches. Sauf la porte où était la petite fille. Moi, c'est là que je veux retourner, tu comprends, mais ils veulent pas. Est-ce qu'ils te parlent? Ouais, mais je comprends pas. Oh, je me sens bien calme, mais on dirait... tellement d'affaires, là, que je comprends pas. Ce sont des choses gentilles qu'ils te disent? Oh, c'est des détails, mais ils vont vite, là. Ils me disent toutes sortes d'affaires, là. Ouais. Où est-ce que tu vas, là? Je viens de passer au travers de la façade blanche. À ce point-ci, Madeleine s'est subitement arrêtée de parler. La suite des événements est plutôt curieuse. Et la lettre qu'elle nous a fait parvenir dans les jours qui ont suivi et qui reprend ce qui est décrit plus haut, illustre l'étrangeté de son expérience. Madeleine m'envoie cette lettre et comme déjà mentionné, chaque séance d'hypnose lui permet d'accéder à d'autres sentiments, d'autres souvenirs et d'autres émotions. Voici donc ce que j'ai reçu après la séance que nous venons d'entendre. Assis-toi bien confortable. Il y en a de l'information. Puis ça, là, c'est toi qui m'as permis de la découvrir. Encore une fois, mon cauchemar continue. Faut que j'avoue que les sessions d'hypnose, ils rouvrent une porte de plus en plus grande là, dans mon subconscient. Ce qui a l'air de me permettre d'accepter mieux ce qui se passe avec moi. Les souvenirs d'images enfouis profonds dans ma mémoire m'ont paru tellement clairs là, dans la deuxième session d'hypnose. Je pense que je me suis rendu plus profond que la première fois. Les ondes là, que tu m'as fait entendre au début, ils m'ont aidé pas mal à me reposer. Madeleine fait allusion à la musique EMI 5, expressément fabriquée par l'Institut Monroe pour faciliter des mises en alpha. Chose bizarre, pendant toute la session, mon âge a changé. Je me demande si tu l'as remarqué. Oui, puis évidemment, mais on n'avait pas discuté de cet aspect-là après la session. Quand tu as commencé, là, j'étais dans un char, puis j'étais adolescente. Là, j'ai eu le souvenir d'une lumière qui apparaît tout d'un coup à ma main. C'est ça, la lumière qui me poussait à avancer dans le tunnel. Au bout de ce passage-là, il y avait 3 silhouettes, pas de la même grandeur, qui m'attendaient devant une table carrée, puis le bas, là, fait en forme d'un triangle à l'envers. Hey, j'avais peur d'avancer. En m'approchant, j'ai pu distinguer que ces êtres-là, il y avait des visages bien différents. Là, il y avait un grand personnage de forme humaine qui a disparu bien vite, comme s'il était là, juste pour s'assurer que je rentre dans cette grande pièce blanche-là. J'ai pas pu voir sa face parce que je suis pas certaine que j'étais vraiment consciente à ce moment-là. C'est comme si je rêvais. Mais les 2 autres sont restés avec moi, fait que j'ai pu mieux les voir.
Deuxième, lui, il était taille moyenne, là. Il avait des gros yeux noirs avec ce qui avait l'air d'être un genre de wetsuit blanc mat. Puis ses mains, il avait, je dirais, 4 doigts, là, mais de la grosseur des nôtres. L'autre, par contre, il était affreux. Ouf. Mais c'est avec lui que je me sentais bien. C'est comme si je le connaissais depuis longtemps, là, puis que j'avais hâte de communiquer avec lui. Il avait la face d'une sauterelle, avec des grands yeux, mais moins grands que l'autre. Ce qui m'a frappé, c'est ses doigts, puis la forme de son corps. Il avait des grands doigts, là, style squelette, là, avec des genres de suces de pieuvre au bout. Ses bras plus longs que le corps, tout mince, gris mort, puis ses pieds qui ressemblaient à ses mains. Mais son regard, il était doux, là, même s'il était laid. La pièce autour de moi était d'un blanc pur, avec des gros cadrages reliés avec des genres de cerceaux. Mais je voyais juste ce table-là, puis ce qui ressemblait à 2 portes de sortie. Une était plus grande que l'autre. Mais ces portes-là, là, eux autres aussi, il y avait des cercles dessus. Pendant quelque temps, il n'y a pas eu un mot dit, pas rien entendu. C'est comme si je savais ce qui m'attendait. Là, j'ai dû m'asseoir sur la table parce que je me souviens que c'était froid puis que tout d'un coup, je me sentais chez nous. Je savais, moi, que c'était pas la première fois que j'étais à cet endroit-là. Celui-là, avec les grands doigts, il m'a pris la main en m'amenant devant un mur qui, tout d'un coup, c'est devenu une carte géographique qui avait l'air d'être celle de l'univers. La carte était tellement grosse que je voyais plus le blanc autour de moi, mais plutôt des étoiles. C'était comme si j'étais à l'intérieur de la carte puis que je flottais avec cet être-là qui me parlait puis qui m'expliquait ce que j'avais en avant de moi. À savoir quelle langue, ça, je pourrais pas le dire. Aucun son sortait de sa bouche, mais j'entendais. Je pouvais pas comprendre ce qu'il me disait quand j'étais sous hypnose, mais je sais que j'y étais. Je comprends que c'était un parcours particulier qui avait rapport avec sa planète. Mais j'étais jeune, là, j'avais à peu près 10 ans, je pense. Mais comment ça se fait que tout d'un coup, j'ai 10 ans? Puis quelques minutes avant, j'étais adolescente. Oh, en tout cas. La carte, là, elle était en 3 dimensions. C'était vraiment extraordinaire. J'ai jamais vu rien de pareil. Jamais, jamais, jamais. Notre système solaire, il se situait, lui, dans la première dimension, en bas à droite. Puis, quand l'être est touché à ce qui avait l'air d'être des étoiles ou bien des planètes, là, ça bougeait. C'est comme si, tu sais, quand tu touches un bouchon de liège dans l'eau, là, c'était de même. Il a commencé en m'indiquant où ce qu'on était. De là, il y avait des galaxies, des spirales qui ressemblent à des trous noirs, des planètes, des millions d'étoiles. Il y en avait là-dedans qui avaient des significations, là, c'est sûr. Puis des mille et des mille de fils d'araignée qui touchaient à, je sais pas, là, des étoiles, des planètes. Mais c'était pas la première fois que je voyais cette carte-là. J'ai aucune idée quand, mais je peux te le dire, là, je suis sûre de ça, je l'ai vu plus qu'une fois. Une affaire que je me souviens bien clairement aussi, après l'hypnose, c'est qu'il y avait une immense spirale avec une planète à peu près la grosseur de notre Terre, mais un peu plus grosse, orange et brune. Il y avait ce qui semblait être en avant, là, comme un ombre, un éclipse. Ouais, je dirais ça. Quand l'être m'expliquait quelque chose là, de cette planète-là, j'étais bien confuse. Puis, c'est à ce moment-là que l'autre être qui observait, il a dit à celui avec les grands doigts de me faire sortir. À ce moment-là, la porte réapparaît, puis je me vois traverser cette porte-là, suivie de l'être aux grands doigts. Sauf que je marchais pas, je flottais. Puis j'avais une robe, comme une robe blanche, puis j'étais nu-pied. En traversant un grand couloir tout blanc, là, j'étais entourée de bulles blanches, là, comme tantôt, là. Tu sais, qui flottaient partout au-dessus, puis à côté de moi. Encore une fois, cet endroit-là, il m'était bien familier. J'ai flotté un bout. Ouais. Puis ensuite, je me souviens d'avoir vu 3 entrées en forme d'arche. Dans la première, il y avait un enfant couché sur une table. Aussitôt que je me suis retournée pour regarder c'était qui cet enfant-là,
il y a un être aux grands yeux noirs qui lui, m'était pas... non, je connaissais pas, qui m'empêchait de regarder. Hey, il avait l'allure d'être bien fâché parce que je voulais voir. Mais j'ai senti que c'était ma petite fille. Mais comment ça se peut, ça? J'avais 10 ans. Ouf! Mais je pense que pour ce moment-là, j'étais adulte. Je suis convaincue que c'était ma petite fille. L'être avec les grands doigts, il a compris qu'il fallait me faire poursuivre mon chemin. Fait que, par la suite, je me suis retrouvée dans une autre pièce où j'étais juste debout. Moi, je touchais pas à terre. Parce qu'en dessous de moi, il y avait un cercle, là, avec de la terre, puis des petites roches blanches. Puis j'ai rien senti en dessous de mes pieds. C'était une place où il y avait beaucoup d'êtres là, qui me regardaient. Je me sentais comme s'ils m'examinaient puis qu'ils se consultaient entre eux autres. Ceux qui avaient l'air de me juger, là, ils étaient tous blancs, des yeux noirs, plus petits que ceux-là avec les grands yeux noirs. Il y avait le cou long, puis d'autres courts, mais pas de wetsuit comme les autres. Il était en arrière d'une bordure. Je me sentais bien, je te dirais, là, comme si c'était correct qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Hey, je me sentais nerveuse un peu quand tout d'un coup, les êtres aux grands yeux noirs avaient l'air de jouer à cache-cache avec moi en courant partout. Ils avaient l'air à faire pique-à-bout. Le mouvement était bien agile. Ouf! Hey, j'ai jamais vu un être humain bouger vite de même. Je trouvais qu'il était bien coquin, mais drôle. Il y en a parmi eux autres qui se cachaient en arrière des grands piliers blancs. Ouais, des piliers blancs, c'est ça. Je continuais mon chemin, puis derrière une autre porte, hey, j'ai vu de la lumière éblouissante dans cette pièce-là. Et à un autre moment, je me souviens d'avoir vu un cercle. Non, un signe comme un cercle, ouais, plutôt. Avec un signe d'étoile par terre, entouré de lumière. Mais je me suis pas arrêtée là. Je me souviens qu'au bout d'un couloir proche d'une autre porte, il y avait ce que j'appelle un genre d'hangar ou un trou vide, un autre monde. Hey, c'était profond. Je me souviens que je regardais en bas, là, puis que je cherchais à trouver le fond, puis qu'il n'y en avait pas. Mais dans cet espace, il y avait des grands piliers blancs en forme d'un triangle, faits sur le long, avec des millions de bulles qui flottaient partout. Hey, il y avait des étoiles. C'était de toute beauté. Quand j'étais sous hypnose, là, tu m'as demandé de continuer mon chemin puis de te dire ce que je voyais. Mais rendu là, on m'a interdit de le dire. C'est à ce même moment-là que que je vois deux êtres qui me font signe, non, parle plus, ils sont pas prêts. C'est-tu à ce moment-là que j'ai arrêté de parler? Ma mémoire de cet endroit est revenue comme un flash. Quand j'étais couchée dans mon lit après la soirée là, de la session, là. Mais je sais qu'il y avait autre chose. Mais ils veulent pas que je me souvienne pour en parler. Pourquoi? À ce moment, tout est devenu blanc. Là. Je me vois traverser un mur qui me ramène à la grande pièce blanche où était la carte. Mais la carte, elle y était plus. Il y avait tout juste une table. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au moment de mon retour, je me vois adulte. Le 30 avril, vers minuit, tout le monde dormait sauf moi. Oh, je me suis couchée bien fatiguée. Juste quand j'étais sur le bord de tomber bien endormie, j'ai senti un picotement là, dans mes pieds puis la chaleur au corps. Ça, là, pour moi, là, c'est un signe que j'ai de la visite. J'ai entendu des petits pas dans mon passage. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un des petits là, qui était debout pour aller aux toilettes. Fait que j'étais vraiment à l'écoute. Puis je cherchais à voir où était ma petite chienne parce que, pas normal, elle était au pied de mon lit. Elle avait les oreilles en alerte puis le corps aussi, je peux te dire. Mais elle n'est pas descendue du lit. C'est bizarre. Elle grognait pas. Moi, j'avais un coude de lever pour écouter mieux, hein. Les bruits de pas, ils ont arrêté bien sec. Je me suis dit,
C'était probablement les petits oiseaux là, qui bougeaient dans la cage qui est dans la cuisine. Aussitôt que j'ai remis ma tête sur mon oreiller, j'ai entendu des bruits de cuillères. Des cuillères en plastique. Ouais. Comme si quelqu'un fouillait dans un de mes tiroirs de cuisine. Mais j'ai pas de cuillère en plastique, moi, dans mes tiroirs. Là, j'ai encore entendu des petits pas, mais plus vite. Et encore une fois, la chienne s'est levée. Elle regardait du bord de la porte de chambre qui était ouverte. Et moi, j'étais paralysée de peur, je peux te dire. Parce que là, je le savais que c'était eux autres. Et je me suis tout de suite cachée avec ma couverte en la tenant bien devant moi, avec les yeux fermés, bien serrés. Là, j'ai senti quelque chose monter sur moi. Petite pesanteur. Mais c'était pas ma chienne, parce qu'elle pèse un peu plus que ça. Tout d'un coup, il y a une main qui a touché la mienne. J'ai senti des longs doigts, ouais, parce que le bout touchait le creux de mon bras. C'était doux, comme une peau de bébé, mais froid. Hey, j'ai pas eu le courage de m'ouvrir les yeux, mais je savais qu'il fallait que je combatte ma peur. Puis il fallait que j'y touche avec ma main gauche. J'ai touché cette main-là qui était moelleuse, comme le ventre d'un poisson ou d'une couleuvre. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur, puis une sensation de paix complète à travers tout mon corps dans l'espace de quelques minutes. Après ça, tout est vide. Je suis tombée endormie comme si rien n'était. Comme si rien n'était arrivé. Jean, quand tu m'as fait vivre ce moment-là sous hypnose, là, tous les détails sont manifestés. Sauf qu'à ma mémoire, moi, j'étais tombée endormie, ce qui n'est pas le cas sous hypnose. Je rouvre pas mes yeux pour voir ce qui est devant moi, mais je me vois plutôt me regarder coucher dans mon lit, le corps immobile à côté de mon mari, avec la chienne qui me regarde, en se faisant aller la tête de droite à gauche. Je flotte au-dessus de mon lit, je sors de ma chambre dans une direction vers le haut. Ça ressemblait à un genre de tapis ou un chemin, si tu veux. Ouais, un chemin blanc que je suivais. Je savais à ce moment-là où je m'en allais. Je vois mon corps tourner vers la gauche. Ensuite de ça, en avançant dans mon hypnose, je me vois entrer dans la pièce blanche. Je suis toute seule. Je vois des corridors, des pièces, des êtres, beaucoup d'êtres, toutes sortes de choses que je peux me souvenir, ouais, que je peux pas me souvenir pour t'écrire en détail. Mais tout me paraît tellement familier. Je sais exactement le trajet que je dois faire. Ouais, je le savais. Mais je peux pas me souvenir où. Je peux juste dire, je me promène partout. Mais une chose particulière, quand tu as essayé de me faire revenir dans mon état de subconscient, il fallait que je te dise quelque chose, mais ils m'en ont empêché. C'est-tu possible que même sous l'état d'hypnose, qu'ils savaient ce qui se passait? C'était comme s'ils savaient, moi, que je me faisais hypnotiser, puis que j'aurais certains souvenirs à partager avec les gens en place. Une fois terminé, j'ai ressenti un calme qui s'explique pas. J'étais pas nerveuse comme la première fois, puis j'ai senti que c'était bien ce qui s'était passé. C'est comme s'il fallait que je me fasse hypnotiser. Ce qui m'a tracassé un peu, c'est que quand tu essayais de reproduire mes images de la carte de l'univers que j'ai vue là, sous hypnose, j'ai eu le goût de dire « Tu perds ton temps. Jamais tu pourras reproduire ce que j'ai vu. Ils veulent pas que tu le saches. Tu t'en fais trop pour ce que tu connais puis t'es pas prêt. » Pourquoi est-ce que je voulais dire une affaire pareille? Je doute pourtant pas de la capacité que tu as comme ufologue, mais chose certaine, c'est que la fameuse spirale avait une signification bien importante. Puis c'est la carte qui te connecte avec moi. Peut-être qu'un jour, l'image de cette carte-là reviendra plus clairement, mais... Puis que j'aurai un message pour toi qui aura une grande signification puis une grande importance. Mon gut feeling, qui est rarement trompeur, me dit que notre relation en ufologie, est loin d'être finie. C'est un début. Puis c'est eux autres qui le veulent de même. Ma peur,
elle disparaît pas mal envers ma relation avec les êtres. C'est peut-être comme tu l'écrivais dans le document, là, la théorie de Whitley Strieber, que la peur est un barrage. Oh oui, ça là, j'en suis certaine. Parce que remarque, moins j'ai peur, plus que j'ai sang présent. La session de la soirée de la session d'hypnose chez toi, là, ben il était présent, ça j'en suis certaine. Ben à toi, Madeleine. Une étude approfondie des dossiers d'enlèvement, comme on vient de l'entendre là, à mémoire étalée, révèle sans l'ombre d'un doute que les enlevés finissent toujours par reconnaître ces êtres et ces lieux qui leur sont tout aussi familiers que leur propre environnement. C'est tout comme s'ils avaient une seconde vie, une existence dans un univers parallèle en somme, et qu'ils conservent dans leur inconscient. Revenus dans leur état normal sur Terre, leur conscient reprend le contrôle et fait entièrement abstraction de cette autre réalité. Madeleine a vécu très certainement des épisodes troublants qui ne sont pas sans rappeler ceux de Jim Sparks, Betty Andreasson, voire de Whitley Strieber. Lorsqu'elle s'est présentée au bureau avec Richard Guilbeault pour les dessins, Madeleine est demeurée très exigeante, voire tenace sur l'exactitude que devait avoir la représentation de la carte. Rien, semble-t-il, ne peut illustrer, malgré tous nos efforts, la complexité et l'aspect très sophistiqué de cette carte céleste. De plus, souligne-t-elle, la carte semblait en relief, en 3D, avec 3 plans différents, presque impossibles à reproduire. Chaque point lumineux, là, il était relié par une ligne bien fine. C'était bien précis, là. On aurait dit des fils d'araignée tellement qu'il y en avait. Et la planète, située en haut de la spirale, semblait très importante, à l'être au grand droit. Elle était brune, orangée, et semblait dégager une luminosité semblable au Soleil lorsqu'il est en éclipse. Extrêmement difficile à lire dans son style shakespearien, un livre étrange intitulé WOHP traite du rapport qui existe entre l'homme depuis les débuts de sa création et les extraterrestres, reprenant de ce fait un thème très présent dans la mythologie sumérienne. Et cette dernière fait allusion à une planète appelée Nibiru, dont le retour sur Terre est prédit éventuellement. La Bible, dans l'Apocalypse, traite également de cette planète sous le terme de Absinthe, alors que OHP appelle cette planète l'étoile rouge. Cette étoile, la Nibiru sumérienne, lorsqu'elle voyage, cause des catastrophes, comme cela aurait été le cas pour l'Atlantide. Contactée de nouveau après de nombreuses années, Madeleine n'a pas changé un iota de sa déclaration, ajoutant toutefois que de son point de vue, cette étoile rouge-orangée était une immense planète dotée de 2 soleils. Ça, mes amis, c'est de l'ufologie comme je l'aime. Et je termine en vous rappelant que la carte observée par Madeleine durant les années 80 avec cette planète à 2 soleils, c'est que, justement, il n'y a pas tellement longtemps, on a justement découvert une planète habitable avec 2 soleils. Je mettrai le lien avec le podcast. Voilà donc qui met un terme à cette régression hypnotique et le courriel ou les nombreux courriels de notre amie Madeleine, qui, je le répète, a vécu ça dans les années 80, sauf que moi, j'ai fait la régression hypnotique dans les années 97. Je n'ai plus eu, malgré tout ce qui a pu être dit ici, je n'ai plus eu de contact avec Madeleine, ce qui s'explique probablement aussi par le fait que l'année suivante, je déménageais à Québec, ce qui, partant d'Ottawa, compliquait pas mal les choses. Joanne Bérubé, comment ça va? Écoute, quelle expérience. Quelle expérience. Moi, je dois te féliciter, te remercier d'abord dans un premier temps, mais je veux aussi te féliciter parce que tu m'as fait revivre cette régression-là.
moi, j'ai failli manquer les bouts où je devais parler, là, parce que j'étais transfixié, j'étais transporté, j'étais parti là, je lisais, mais j'avais les yeux quasiment, j'étais sous hypnose moi-même, là, de t'entendre. T'as un talent extraordinaire, t'as vraiment très, très bien rendu les émotions. Moi, c'est Madeleine que j'entendais, là. J'ai de la misère à t'appeler Joanne. Ben, c'est un texte, quand on y porte attention et qu'on le lit et le relit, qui, moi, m'a amené dans une émotion que je ne pouvais faire autrement que traduire ici. Sérieux, parce que t'as tellement ramené ça dans un texte d'une grande précision que je pouvais ressentir ce qu'a senti Madeleine. À quelque part, c'est comme si ça m'a habité. Mm-hmm. Vraiment. Madeleine m'a habité. Oui, je le crois, parce que moi, en t'écoutant, là, je me suis laissé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les gens. J'espère que les gens chez eux, c'est sûr que là, il y a les pubs, les arrêts, les pauses, et ainsi de suite, que nous, on ne vit pas, là, parce qu'on le fait quasiment d'un trait. Mais je veux dire, ça ramasse. Moi, là, ça m'a. Je suis revenu en arrière. Et je veux même ajouter quelque chose. En t'écoutant, j'ai réalisé que il y a des bouts dont je me souvenais plus. Ça fait longtemps, là. 97, ça fait 20 ans. On est en 2017, là. Ouais. Mais il y a des bouts dont je me souvenais pas. Et en t'écoutant, j'ai fait « Hein, elle a vu ça? » J'ai failli arrêter. J'ai failli tout arrêter, là. Parce que je voulais le dire, ça. Mais j'ai dit non, je vais attendre à la fin. Et j'ai bien fait de le faire. Il y a un endroit où, j'allais dire, où tu nous dis, parce que tu l'as tellement bien rendu que je confonds le personnage avec le comédien, comme on dit, la comédienne. Mais il y a un endroit où Madeleine dit qu'elle voit dans le fond d'une... c'est niaiseux. Je suis là, puis je me dis, dis-le donc, c'est toi qui l'as vu. Tu sais, en réalité, c'est pas toi qui l'as vécu, ça. C'est fou comment est-ce que je suis possédé par l'histoire, là. Ben c'est ça. Alors, Madeleine, à un moment donné, elle dit qu'elle voit un trou sans fond. Ouais. Puis il y a des trucs, des machins de forme triangulaire, très longs, avec à l'intérieur des étoiles. Hein? Tu te rappelles d'avoir lu ça? Mais ça, moi, là, ce qui me revient, moi, j'ai travaillé sur un dossier. En fait, c'est pas vrai, là. J'ai pas travaillé sur ce dossier-là, d'aucune manière, mais j'ai parlé aux témoins. Betty Andreasson. Ça dit rien, peut-être, ça dit rien à toi, là, mais c'est un des gros cas, un des gros dossiers. L'ufologue qui a travaillé là-dessus s'appelle Raymond Fowler. Lui a fait 3 livres avec ça. Okay. C'est pas 20 pages comme ici, là. C'est 3 livres. T'sais, sur toutes les expériences qu'elle a vécues. Et elle décrit, à un moment donné, à l'intérieur du vaisseau, des piliers, des piliers de verre, où on ne sait pas trop c'est quoi, mais de forme bizarre, peut-être pas très... Je ne sais pas si c'est triangulaire, il faudrait que je revoie, remplis d'étoiles, de lumière, tu sais. Là, je capote. Tu sais, je me dis, wow, tu sais... Puis elle n'a pas lu ça, ces dossiers-là, parce que moi, j'ai découvert Betty, j'en avais pas parlé assez, ça n'a pas été traduit en français, ça, ces livres-là. Et je me souviens de l'affaire Jacques et Lucie aussi, qui parlait de grands cylindres de verre avec de la lumière à l'intérieur. Tu sais. Enfin, bref, tout ça, wow, j'ai dit, ça se recoupe. Puis il ne faut pas oublier une chose aussi, qui est bien importante. C'est qu'en 1995-1996, quand j'opérais, c'est il y a 20 ans de ça. C'est à peine là, si on commençait à entendre... Au Québec, j'entends. Oui. Au Québec. Mais c'est à peine si on entendait parler de ça. Tu sais, les ovnis, tout ça, on en parlait, puis bon. Mais il n'y avait pas grand-chose. Moi, je me rappelle, cette année-là, je pense que c'était en 96, j'étais allé en vacances l'été, à Wildwood, et puis en me promenant sur le boardwalk qu'ils ont là-bas, c'est plein de boutiques. Je suis rentré dans une, puis il y avait un T-shirt noir avec un gris, tu sais, un grand gris, là, avec les grands doigts, là, puis des grands yeux phosphorescents, là, tu sais, là, fait que c'est le genre de truc que tu mets pas quand tu le dis pas à ta femme, ça, puis que tu te lèves du lit avec ça, donc elle risque de pas aimer. Mais
quand je suis revenu, je me souviens, quand je suis revenu chez moi, j'ai mis ce T-shirt-là, moi, pour le fun, tu sais. Alors, c'était tout l'émoi général parce que je faisais des réunions. Moi, j'avais 150 personnes par meeting. Ah, ils ont tout capoté. Où t'as pris ça? Puis j'en veux un. Mais c'est pour te dire, aujourd'hui, regarde, il y en a partout. Il n'y en a même plus de ça parce que c'est plus à la mode. Mais ça a été à la mode longtemps, les gris, là, tu sais. Mais pas en 97. C'était à peine si X-Files était tu sais, ça commençait, puis je n'étais pas vraiment regardé par les gens. Alors, tout ce que... C'est juste au cas où il y a des gens qui pourraient dire « Ah, Madeleine a vu ça à la TV, elle a vu ça là, elle a vu ça... » Non, c'est pas vrai. Pas dans ces années-là. C'est pas vrai, ça. Peut-être que c'est arrivé dans... c'est sûr que c'est arrivé après, mais pas dans ces années-là. Et il y a d'autres histoires aussi qui ont sorti sur la paralysie du sommeil. Tu sais, parce qu'à un moment donné, elle raconte qu'elle est engourdie et qu'elle ne peut pas bouger. Ben ça, il y a des sceptiques, les inévitables sceptiques, qui disent tout le temps, ah, ça, c'est la paralysie du sommeil. Les gens sont là dans leur lit, puis il y a toutes sortes d'affaires qui apparaissent à côté d'eux autres, puis ils sont pas capables de bouger. Ben oui, mais si tu veux pas dire que c'est des extraterrestres, tu vas inventer n'importe quelle maudite niaiserie. Parce que ça n'a pas été prouvé, ça, l'existence de la paralysie du sommeil. C'est une explication alternative à la présence d'extraterrestres dans ta chambre. Je peux me mettre à la place des scientifiques et des sceptiques de dire, ben, étant donné que ça n'existe pas, ces niaiseries-là, on va trouver une explication. C'est le rôle de la science, d'expliquer les choses. Oui, mais je veux dire, il faut qu'elle soit aussi rigoureuse pour elle-même qu'elle l'est pour nous. Je veux dire, qu'elle le prouve. Et c'est pas le cas. Il y a un bonhomme qui a tenté d'expliquer ça puis de le prouver, mais il faisait ça avec des expériences en laboratoire, en plantant des affaires dans... Ben oui, mais ça, c'est en laboratoire. C'est une autre histoire, là. T'sais. Alors, bref, moi, et de toute façon, c'était très élaboré, ça, comme ce qu'elle a vécu, tu sais. Et là, les gens le savent, j'ai un bouquin là, sur le marché qui s'appelle « Il était une fois des humains et des extraterrestres ». Ben, je pense que quand vous allez lire ça, vous allez comprendre finalement qu'est-ce qui est arrivé à Madeleine. Et cette histoire-là d'enfant de sa petite fille qu'elle a vue, là, c'est sa petite fille qui était là. Tu sais. Alors, non, juste, t'aimes pas ça. Non, je suis pas, je suis pas vraiment à l'aise. À l'aise avec ça. Oui, parce que, écoute, je suis obligée d'admettre, comme on en a parlé au début, qu'avec la rigueur avec laquelle l'enquête a été menée la quantité de détails, ben... Pas n'importe quoi, hein? Non, vraiment. Joanne Bérubé, merci infiniment. C'est déjà terminé. On se laisse là-dessus. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Les Faits maudits.